Élémentaire, mon cher Nico. Une émission présentée par Nicolas Blondet, expert en qualité d'air intérieur. Bonjour à toutes et bonjour à tous, chers auditeurs d'Élémentaire, mon cher Nico. Pour cette nouvelle émission, eh bien écoutez, on va toujours parler de qualité de l'air puisque c'est évidemment notre ligne directrice depuis plus de 6 ans maintenant. Ça fait 6 ans que l'émission est créée et il y a eu plus de 260 émissions qui ont été faites. Donc pour vous dire un petit peu, on a été prolifique et surtout on a été grâce à nos invités, à leur expertise, à leur savoir et qu'on vient partager avec tout le monde. Ça c'est important pour toujours avoir le mieux respirer. Ça, c'est pas difficile à faire, mais encore faut-il y penser dans le bon sens. Alors, nous sommes en ce jour du 21 novembre avec le mois sans tabac. Voilà, il y a plusieurs événements sur ce mois de novembre. Le premier, c'est le mois sans tabac. Moi, je voudrais juste en dire un petit quelque chose. Ça nous coûte quand même, avec les derniers chiffres remis à jour, 156 milliards de coûts liés au tabac au global en France. Donc, c'est pas une paille par rapport aux 15 milliards que ça fait gagner en caisse directement à l'État sur notamment les recettes fiscales. Donc, vous voyez qu'il y a un sacré gap et il est très important de le prendre à bras le corps. Et également, on a en Europe une petite réglementation, plutôt des désirs qui sont portés par nos pays plutôt nord-européens, notamment sur la volonté de ne plus fumer sur les terrasses et la volonté de ne plus avoir non plus de fumeurs sur les abribus, aux abribus, puisque c'est vrai qu'on retrouve dans ces lieux confinés où les personnes sont serrées, même si on est dehors, un tabagisme passif qui existe et je me suis un petit peu fait micro-trottoir depuis quelques temps pour savoir si ça dérangeait les personnes de ne plus fumer, notamment les fumeurs comme les non-fumeurs. Tous ceux que j'ai pu interroger, c'est assez curieux. Les plus grands défenseurs de fumer, ce sont les non-fumeurs. Tout simplement au regard de la liberté, du droit de fumer, de faire ce qu'on veut. Mais est-ce qu'un peu notre liberté, la question est posée, elle est ici en l'air, est-ce que la liberté commence pas déjà à ne pas enfumer notre voisin s'il a rien demandé, puisque c'est quand même des fumées assez toxiques sur ce plan-là. Mais le débat est ouvert, il est vaste et grand, à chacun de prendre ses responsabilités, bien évidemment. Mais c'est vrai qu'aux abribus, on a toujours un petit peu cette image de voir une jeune maman ou qui va être une future maman et qui peut supporter énormément de fumée autour d'elle. Alors, on va évoquer aussi, lors de cette émission, beaucoup de journées nationales et internationales qui sont associées à ce mois de novembre, qui est le mois sans tabac. On a la journée de la ventilation, qui était le 8 novembre. On a la journée du radon, qui était le 7 novembre, notamment. Et la journée mondiale de la pneumonie, le 12 novembre. On va revenir sur chacun des points et bien d'autres, avec aujourd'hui mon invité, le docteur Pierre Souvet. Pierre, bienvenue sur l'émission. Merci Nicolas. Bienvenue de revenir sur l'émission. Ça fait quelques temps, on a beaucoup de choses à présenter et à détailler depuis que tu es venu. Absolument, mais ça va être élémentaire, je pense. C'est élémentaire, bien entendu. Mon cher Pierre, une petite précision. L'ASEF, qu'est-ce que c'est et qui es-tu au sein de l'ASEF ? Moi, je suis cardiologue et je préside l'association Santé Environnement France. Et c'est d'ailleurs parce que nous étions quelques collègues installés autour des Temps de Berre, zone extrêmement polluée pour l'air, avec de nombreuses pathologies, notamment des cancers et des maladies cardiovasculaires, qu'un beau jour, autour d'une table, on a dit on va essayer de faire quelque chose et quelques-uns ont levé le doigt et c'est parti de là, une petite aventure est devenue une grande aventure. Et donc on informe les populations, on essaie aussi de peser sur les pouvoirs publics, c'est pas simple. Autour de l'étang de Berre, on va retrouver notamment un complexe pétrolier. Oui, il y a 42 usines Céveso autour de l'étang de Berre. 42 usines Céveso, je vous laisse imaginer. Beaucoup, et donc, on essaie d'informer les gens pour des bonnes pratiques, des effets négatifs de l'environnement, mais aussi des effets positifs de l'environnement. Et là, je pense bien sûr à une biodiversité, une nature en bon état qui ne fait que renforcer vos microbiotes, votre immunité et l'élément essentiel pour avoir moins de maladies chroniques. Et puis on parle beaucoup de captation aussi de la part des plantes, de certains polluants notamment. On va retrouver le CO2 qui a une nécessité de captation, qui est aussi rejeté, mais il y a tout un effet des sols qui sont aussi capteurs énormément de ces émissions que l'on rajoute à notre atmosphère en permanence et qu'on rajoute aussi à l'intérieur de nos logements, qui plus est. Alors, on était sur ces journées, Pierre, on va les détailler un petit peu. La journée mondiale de la pneumonie qui était la plus proche de nous le 12 novembre. On va peut-être faire pour tous nos auditeurs et nos auditrices un petit rappel de ce qu'est une pneumonie et
comment elle peut être aggravée avec nos activités quotidiennes? Donc la bronchite, c'est l'infection des bronches. La pneumonie, c'est l'infection du parenchyme pulmonaire. Donc c'est une maladie grave. Et notamment, la pollution de l'air augmente ce risque, particulièrement chez les enfants. La première cause de mortalité infantile dans le monde sont les pneumonies, et la pollution de l'air est un facteur extrêmement favorisant. Après, vous avez les surinfections. Là, il y a la vaccination contre la grippe qui arrive. Bon, moi, je me fais vacciner depuis 40 ans. En tant que médecin, ça vous paraît logique, mais je vais me faire vacciner la semaine prochaine contre la grippe. Donc, il y a des vaccinations qui sont bonnes. Puis celle-là, il n'y a pas d'aluminium dans le vaccin, donc je vous la recommande. En tant qu'un petit peu chargé sur les poumons, la vaccination justement sur la grippe, j'avoue que c'est en permanence. Chaque année, je me pose même pas la question, j'y vais parce que une année où je l'avais omise, c'est pas bien, mais je l'ai senti passer, donc je préfère être préservé. Et je vous dis aussi, il faut renforcer son immunité. Et on oublie souvent la vitamine D. Et donc la vitamine D renforce l'immunité, protège du risque de cancer. Par exemple, les femmes qui ont un taux en dessous de 20, c'est des micromoles, par rapport à celles qui ont plus de 30, eh bien celles qui ont moins de 20 par rapport à celles qui ont plus de 30 ont 25% de risque de cancer du sein en plus. C'est l'Institut Gustave Roussy, l'Institut de cancérologie qui le dit. Donc il faut se vacciner. Et il faut aussi améliorer son immunité, penser à la vitamine D. Et à notre hygiène de vie quotidienne. La vitamine D, on la retrouve dans quoi, Pierre? On la retrouve partout, mais elle est synthétisée par le soleil. Il faudrait passer une demi-heure tous les jours torse nu pour pouvoir en synthétiser suffisamment. Et donc c'est pour ça que souvent, notamment en période hivernale, il faut prendre soit des gouttes tous les jours, à peu près 2000 unités par jour, soit, vous savez, la fameuse ampoule qu'on prend tous les mois, tous les 2 mois, tous les 3 mois. Et souvent, il faut tous les mois. Je donne l'exemple de mon fils qui en prend tous les 3 mois. Il a fait un contrôle et il était en manque aussi. Et donc j'ai dit, mon vieux, c'est tous les mois. Tous les mois. Donc voilà. Et notamment donc ça veut dire que en période hivernale, dès qu'on voit un rayon de soleil, il faut pas hésiter, il faut aller marcher. Il faut tous les jours, il faut le faire, mais ça veut dire que là, il faut en profiter encore plus. L'exercice, on a fait donc tu le présenteras, le guide de l'activité physique et de l'environnement, c'est fondamental pour diminuer le risque de maladies cardiovasculaires, de diminuer les risques de maladies neurologiques. Ça protège énormément du Parkinson et d'Alzheimer. Il y a quand même 225 000 nouveaux cas d'Alzheimer par an en France. Ça diminue certains cancers, notamment du sein et du côlon. Ça renforce les os. Enfin, vraiment, il faut faire de l'activité physique, même légère, même une demi-heure tous les jours. C'est déjà très très bien. Il n'y a pas besoin de faire un marathon et de courir à fond la caisse. Non. Allez vous promener. Et bien posez sûr, les téléphones. Posez les téléphones. Évidemment, vous ne promenez pas rue et au mur. Il y a quand même beaucoup de trafic. Essayez de cibler les rues où il y a moins de trafic, vous serez moins exposé aux particules et aux oxydes d'azote de la circulation routière. Surtout que maintenant, on a tout un tas aussi d'applications qui nous indiquent, notamment par Atmos France, avec les mesures régulières et permanentes un peu partout dans nos villes en France, qui va nous dire, là, l'activité, il va falloir la tempérer, justement, parce que la charge est trop importante, ou alors, justement, c'est grand air disponible, et là, on peut aller faire une activité soutenue, forcée. Je pense à notamment ceux qui sont sur les stades et qui vont faire un effort pour faire un 100 mètres, on voit la consommation d'énergie qui peut le faire, mais la consommation aussi ventilatoire, qui est très forte, puisque quand on fait un effort sportif, on va augmenter de 4 à 10 fois plus notre besoin en renouvellement d'air. Et si on y rentre, évidemment, vous imaginez 4 à 10 fois plus de polluants, on risque d'avoir un impact fort. Et notamment, on en parlait tout à l'heure, Pierre, l'association Respire a mis aussi, puisque je sais que tu échanges avec eux, a mis aussi en évidence les pollutions aux abords des enceintes sportives. On en a parlé il n'y a pas longtemps. Oui, une aberration, c'est en effet faire les stades à côté du périphérique. Donc je dis, quand vous faites un sprint, vous choisissez plutôt la lisse qui est de l'autre côté, qui est le plus éloigné du périphérique, que celle qui est la plus près. Mais en fait, c'était une hérésie, mais à l'époque, on n'était pas conscient de tous ces risques. Alors avec le temps, et depuis aussi notre dernière rencontre, Pierre, justement, on n'avait pas conscience. Est-ce que pour toi, on a de plus en plus conscience de tous ces éléments autour de cette qualité de l'air et de cet air qu'on ne voit pas, qui est invisible? Est-ce qu'on sent une évolution un petit peu du mode de pensée, de prise en compte, de volonté de se dire faut que j'y fasse attention? Oui, parce qu'il y a eu des études, notamment du Lancet, un grand journal médical, qui montre que les pollutions modernes, pollution de l'air, pollution chimique, ont dépassé la mortalité dans le monde du tabagisme
actif et passif. Alors, lors d'un topo, il y a eu quelqu'un qui me dit « ça me donne envie de fumer ». Donc, bien sûr, il ne faut pas fumer. Hein, ça ne fait que rajouter au vapoter drame. Non plus. Hein, vapoter non plus. Alors, vapoter, c'est pour moi, en tant que cardiologue, je le recommandais comme outil pour arrêter de fumer. Parce que la nicotine ne donne pas le cancer, la nicotine ne bouge pas les artères, c'est simplement la dépendance. Et donc, certains peuvent lire un livre et arrêter de fumer, ou rien que par volonté, mais d'autres ont besoin de diminuer leur dose de nicotine progressivement. Et beaucoup m'arrivent avec la vapoteuse, elles me disent « Ah, j'y arrive pas, j'ai repris ». J'ai dit « Oui, vous avez mis combien de nicotine ?»« Ah, 3 ». Mais non, il faut mettre votre dose. Et petit à petit, après, vous vous occupez de votre dépendance. Mais dans un premier temps, on réduit la toxicité. Il y a du formaldéhyde il y a quelques métaux dans la cigarette électronique. Je ne dis pas que c'est parfait, mais c'est un bon outil pour passer à pas du tout. Si on revient d'ailleurs sur la préconisation du Haut Conseil de la Santé publique, elle est recommandée dans le cadre d'une aide au sevrage tabagique pour 3 mois, pas spécialement plus. Ça, c'est ce qu'il est recommandé. C'est vrai qu'à un moment donné, il faut aller vers quelque chose d'autre pour pouvoir après s'en détacher complètement. Parce que si c'est pour passer de l'un à l'autre, aucun intérêt. C'est sûr, mais bon, moi quand je voyais arriver des infarctus, je leur donnais un peu plus que 3 mois, quoi. Hein, j'étais un petit peu, plus sympathique avec eux. Il faut accompagner pour pas créer d'échecs sur cette transition aussi. Il ne faut pas les brutaliser, il faut qu'ils aient les pressions, il faut qu'ils voient qu'ils ont une autre alternative qui prendra le temps qu'il faut, mais voilà, il ne faut pas fermer les fenêtres, si j'ose dire, pour faire ce rapprochement. Sinon, c'est le désespoir et on continue à fumer. Alors justement, fermer les fenêtres, on avait le 8 novembre la journée de la ventilation, donc on rappellera quand même aussi de manière importante que bien ventilé, c'est le gage d'un apport d'air neuf dans notre bâtiment, de le maîtriser et d'associer aussi toutes ces modulations dont on a besoin en fonction de l'occupation, et on a besoin aussi en fonction d'un apport de chaud ou un apport de frais, notamment en été, ce que l'on recherche absolument. Par rapport à cela, Pierre, ouvrir les fenêtres. J'ai deux réflexions. Renouveler l'air avec la ventilation. Les écoles et les cabinets médicaux. Alors, dans les écoles françaises qui sont vieilles, il n'y a pas de système de ventilation. La seule 15% seulement sont équipés. Et de ventilation mécanique. Hein. Absolument. Et donc, la seule façon d'aérer, c'est ouvrir les fenêtres. Alors, si évidemment, ce sont des écoles qui sont sur des rues à fort trafic, toutes les particules rentrent. Et c'est pas bon pour les enfants. Ça favorise notamment les infections pulmonaires, l'asthme, etc. Et les troubles neurocognitifs. L'apprentissage de l'enfant est altéré par la pollution particulière. Et donc, à Paris, il y avait eu une expérience de dépollution à l'intérieur de l'école, mais aussi de réduction du trafic, la rue aux enfants, réduction du trafic devant l'entrée d'école. C'est donc 2 actions très intéressantes. Deuxièmement, et qui ont franchement été importantes, parce qu'on a vraiment vu un gros différentiel. Et je rappellerai également que, d'ailleurs c'est Sylvain Courteil qui le disait de Eurovent Certita sur ce plateau il n'y a pas très longtemps, il disait, quand on investit 1 euro dans la qualité de l'air, il y a 100 fois, ça rapporte 100 fois plus que d'investir 1 euro dans l'énergétique. Tout simplement parce qu'on a ces capacités cognitives qui sont, on ne dit pas qu'elles s'améliorent parce que la qualité de l'air est meilleure. Au contraire, elles vont être maintenues, elles ne pas se dégrader. On voit des courbes de dégradation qui atteignent 85% de perte de capacité cognitive, sans penser derrière non plus à moins d'alimentation en air convenable de nos poumons, de nos organes, de notre cerveau et tout le reste. Il y avait 2 éléments qui étaient donc les particules qui altèrent ces capacités, mais aussi le taux de confinement qui était élevé, qui à la fin de la journée fait que tout le monde est fatigué, le prof a mal à la tête, et donc tout le monde était gagnant à pouvoir aérer grâce à ces mesures. Alors que réfléchir, ça fait pas mal au crâne, on est bien d'accord. Non, en principe, non. Et le deuxième élément, c'est les cabinets médicaux. Oui. Puisque nous, on avait fait des visios, des petites vidéos que vous retrouverez sur le site de l'Union régionale des médecins, qu'on a fait avec Atmo Sud, qui est l'ASCA de PACA, sur l'air intérieur. Et on a enchaîné avec une étude, avec des capteurs, des mesures dans les cabinets médicaux, un certain nombre, et on s'est aperçu que le taux de confinement était très élevé dans les 3/4 des cas. Qu'est-ce qui peut expliquer ce confinement ? C'était parce que d'abord, il y avait 17% de cabinets qui n'avaient pas de fenêtre. Et ensuite, que le professionnel de santé ne pensait pas aérer. Donc, bien sûr, aérer plutôt 5 minutes plusieurs fois par jour, traversant. Il faut que l'air circule. Il vaut mieux, donc, rien que de leur dire, il vaut mieux aérer 3 fois 5 minutes qu'une fois une demi-heure d'affilée. Déjà, ça, ils ne savaient pas. Donc, ça a montré que même les pros de santé ne sont pas assez sensibilisés au sujet pour faire passer le message aux patients. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de travail à faire en région,
en collectivité notamment, que ce soit auprès des mairies, les mairies qui gèrent les écoles. Donc là, c'est vrai que on pourrait lancer un petit mot à nos amis les maires, hein, puisque il y a eu aussi, et on est dans la semaine du Salon des maires, n'hésitez pas à faire venir des personnes pour des conférences, pour expliquer à tout un chacun, et réunissez le plus grand nombre de personnes intéressées sur le sujet, hein, ceux qui gèrent les crèches, ceux qui vont gérer les écoles, ceux qui vont gérer les lieux d'activité sportive. Éclairons-nous tous en même temps sur ces sujets-là auprès des professionnels qui connaissent très bien le sujet. La Caisse nationale d'assurance maladie a dit la prévention en santé-environnement, c'est une nouvelle priorité. Donc, ils ont fait un rapport, ils nous ont interviewés. Et je leur ai dit, en effet, il faut trouver des alliances. C'est-à-dire que les professionnels de santé d'un côté, les collectivités de l'autre, les associations de quartier de l'autre, non, il faut se mettre tous ensemble pour toucher le maximum de personnes. Créer ces alliances des acteurs de santé. Et pour toi, Pierre, afin de... Alors, créer des alliances sur ces acteurs de santé, ces prises de conscience, quel pourrait être un déclencheur supplémentaire ou une aide, ou comment dirais-je, un révélateur pour qu'encore plus on prenne conscience que cette qualité de l'air et cet air autour de nous, il faut en prendre soin, il faut prendre soin de nous par rapport à lui aussi. Vaste sujet, ça passe par la sensibilisation. Alors, je vais dire, ça passe par la sensibilisation des plus jeunes, parce que nous, on fait des visios avec le rectorat d'Aix-Marseille, qui est diffusé sur l'ensemble du territoire français, où nous pouvons avoir 50, 80 classes en direct, et on parle de ces sujets. Et je vous promets que les enfants, notamment en primaire, c'est-à-dire CM1, CM2, c'est pas les tout petits, et 6e, 5e, c'est un flot de questions. Alors que déjà les terminales, on a l'impression qu'il y a une chape de plomb sur eux et qu'ils savent tout et que tout est fermé. Mais déjà sensibiliser les petits qui vont après sensibiliser les parents, c'est une voie, c'est pas la seule. L'autre voie, c'est ces alliances pour taper fort. Si vous mettez 2 personnes, si toi, Nicolas, je te parle des perturbateurs endocriniens de l'air intérieur, je vais toucher une personne et je vais en toucher 5 dans la journée. Tandis qu'avec ces alliances, on peut mettre beaucoup de monde dans la même pièce. Et à ce moment-là, voilà, on va une diffusion beaucoup plus large, une diffusion systémique, puisque beaucoup aiment ce terme. Bon, on va continuer à déployer cette émission alors, puisque ça en fait partie. Absolument. De toucher beaucoup de monde. Et je vous confirme que chaque année, ça touche beaucoup de monde. La dernière émission, par exemple, en vue direct, il y en a eu 42 000. Mais c'est bien, on va essayer de battre le record alors. Hein. On va continuer, c'est tous les jours, hein, mais c'est vraiment important et c'est vrai que c'est invisible de pouvoir le présenter, de le faire prendre conscience. Ça a beaucoup de sens. J'aime bien parler des gens qui ne veulent pas agir. J'allais dire, moi j'ai un copain dentiste, il me dit oui, tu nous gonfles avec ton aération, avec ton bio, parce que c'est mieux. Hein. Le problème c'est social, c'est qu'il y a des gens qui peuvent pas. J'ai dit mais je vais pas m'excuser de me faire du bien, de te faire du bien quand tu viens chez moi, de faire du bien à mes enfants. Il n'y a pas de honte à faire du bien et à se faire du bien. Alors le Dalai Lama a dit pour bien s'occuper des autres, il faut bien s'occuper de soi. Hein. Oui, il faut savoir s'occuper de soi. C'est pas de l'égoïsme, c'est, je veux dire, une vision beaucoup plus claire des choses. Et donc voilà. Et il y a des gens qui ne veulent rien faire, donc ils cherchent la cohérence. Ma belle-mère dit moi je vais elle a le choix un bio, un pas bio, elle va aller au pas bio. J'ai dit mais pourquoi ? Parce que je suis pas malade. Ou un autre dit il faut bien mourir de quelque chose. Ou de toute façon, les Chinois, ils font rien. Pourquoi on ferait quelque chose ? Donc, il faut arriver à dire faites. Il y a toujours une bonne ou une mauvaise raison. Voilà. Et la mauvaise raison pour ne pas agir. Or, faire une petite bonne action, vous n'allez pas tout changer d'un coup, c'est déjà très positif. Et vous allez, du coup, vouloir être en cohérence avec cette bonne action et continuer les bonnes petites actions. C'est ce qu'on disait déjà, on le dit plusieurs fois et depuis longtemps sur l'émission. Ne pas fumer une cigarette, c'est faire un bon geste dans une pièce parce qu'on ne va pas retrouver les polluants qui peuvent rester jusqu'à 3 mois. Donc 2 minutes de cigarette, c'est 3 mois sans pollution. Ouais. C'est quand même assez colossal. Donc voilà un petit geste qui peut se retrouver facilement, se voir facilement. Et j'avoue, ce qui m'exaspère, c'est les mégots. Là, ce matin à la gare, il y en a un qui a balancé son mégot. Alors ça met 5 ans pour s'éliminer. C'est insupportable ça. Les gens qui balancent les mégots dans l'environnement. Oui, pourquoi on en fabrique encore ? Oui, tout à fait. Voilà, on pourrait aller beaucoup plus loin, mais c'est vrai qu'à un moment donné, ça vient de loin. Alors, on a également, j'ai parlé tout à l'heure qu'il y avait eu aussi le 7 novembre la journée du radon.
Alors ce radon aussi, c'est une vraie problématique parce qu'il est cancérigène avéré. C'est entre 3 et 4 000 décès par an. La cigarette, c'est 75 000 et c'est la deuxième cause de cancer du poumon, notamment en France. Et on est sur une planète radioactive. Par contre, on a toujours en tête cette carte de l'IRSN qui nous montre des zones géologiques, principalement, sur des massifs anciens ou des massifs granitiques, pour lesquels il faut y penser. Parce que ce radon, c'est un gaz issu de la désintégration de l'uranium et qui reste au niveau du sol et qui adore rester dans les bâtiments plutôt clos et pour lesquels il faut avoir ou une bonne ventilation ou l'empêcher d'y rentrer, peut-être par surpression notamment. Mais surtout, ce radon, il y a quelques évolutions. J'ai assisté à une conférence il y a quelques temps d'une personne du ministère du Travail qui expliquait que finalement, c'est tout notre pays qui est concerné et qu'on peut se retrouver avec des poches souterraines qui finalement vont remonter dans des zones où on croit qu'il n'y en a pas. Ou plutôt où c'est une zone 1. Donc il va y avoir aussi, je pense qu'il va y avoir aussi une évolution de cette prise en compte qui, au fur et à mesure des années, les cartes évoluent, deviennent de plus en plus précises au regard des mesures qu'on fait régulièrement, mais quelque part peut-être aussi une conscience petit à petit de se dire ce radon, ma région est pas concernée, mais une petite mesure, ça coûte quasiment rien, mais ça fait progresser de savoir si on se retrouve peut-être avec un bâtiment qui finalement malgré lui le confine aussi. Oui, nous, mais à culpa, on s'est toujours basé sur la carte de l'IRSN pour sensibiliser les populations. Donc ça montre que partout il faut une bonne ventilation et que mettre la chambre du petit au sous-sol, même si le radon peut remonter par les tuyaux, les interstices des tuyaux. Sous-sol, premier étage, pour le social et rez-de-chaussée. Mais voilà, ça montre encore plus l'importance d'une bonne ventilation. Et justement, dans cette prise en compte, cette ventilation, faut pas oublier, tu le disais tout à l'heure, on aère 5 minutes régulièrement, mais une ventilation, elle est là pour faire cet effet-là. Et pour assurer aussi un bon débit d'air dans le bâtiment, mais peut-être que ce débit d'air ne suffit pas. On va avoir cette notion de balayage général du logement, qui est importante, qui est même primordiale. On va avoir ces débits, mais on va surtout aussi avoir des taux de renouvellement qui sont importants. Tu parlais tout à l'heure des cabinets médicaux, notamment on les retrouve, mais il faut savoir que dans un cabinet de chirurgie, on a des renouvellements qui sont à 15 volumeurs minimum. Donc ce qui est colossal. Sachez que chez vous, c'est entre 0,3, 0,75 en haut débit. Donc on a vraiment une part importante. Ça me fait penser au guide de Covid qu'on avait fait en 2020, donc c'était vraiment au début du Covid, où on avait mis aérer le plus possible. Et pour diluer la charge virale, notamment. Bien sûr. Donc avec mes collègues de l'INSERM, du CNRS, des gens sérieux qui lisent les études. Et le gouvernement a fait des campagnes publicitaires 1 an et demi après. Ah oui, c'est arrivé en novembre 2021. Moi, je m'en souviens encore parce que j'ai dit, mais pourquoi c'est aussi tard? Alors qu'en fait, le plus simple, et c'est valable pour tous les types de pandémies, même une grippe, si on a un taux de charge virale qui est plus faible autour de nous, le risque d'avoir la grippe est déjà plus faible, mais également le risque d'avoir une grippe carabinée est aussi atténué. Donc ça, c'est nous, c'est important. Donc en juin 2020, on disait l'évidence, mais ça a mis du temps à percoler. Je donne un exemple. Dans la clinique où j'étais, en pleine crise Covid, tous les vacidas, toute l'aération était fermée. Donc j'ouvrais tout, je me retournais, quelqu'un était passé pour tout refermer. Et donc j'ai vraiment eu du mal à faire passer le message. Mais je pense qu'on a encore beaucoup de messages à faire passer, notamment sur cette action des capacités cognitives qui diminuent au titre, ces courbes elles existent sur le CO2, et aussi sur les COV, mais même si les COV, il y en a de multiples, et parler de COV totaux, de COV volatiles, semi-volatiles, enfin tout ce qu'on va retrouver, c'est pas si simple. Il y a vraiment beaucoup de polluants, et c'est vraiment compliqué de se dire l'effet il vient que d'un point, mais la prise de conscience, on aère, on n'hésite pas par rapport à ça. Alors au niveau des petits guides dont tu parlais, Nicolas, mon cher Pierre. Excusez-moi, juste, le quotient intellectuel des Français a baissé de 4 points. On est à 98. On est derrière la Belgique. Notre quotient intellectuel a baissé. J'ai appris un truc aujourd'hui. Il faut apprendre quelque chose tous les jours. Il a baissé 4 points en 20 ans à peu près. Donc il y a bien sûr les perturbateurs endocriniens, il y a d'autres choses. Mais bon, il faudrait que ça s'arrête. Ouais, moi, j'avais interviewé le préparateur physique de l'équipe de France de basket qui disait que les jeunes, depuis 15 ans, avaient une baisse d'endurance de 30%. Oui, tout à fait. Pour faire
1 kilomètre, ils mettaient 3 minutes il y a 30 ans. Maintenant, ils mettent 4 minutes. On a décrit un petit peu les baisses dues à la sédentarité et le manque d'activité physique dans notre guide Activité physique et environnement, qui consiste en fait à dire, eh bien, allez faire de l'exercice, c'est très important, mais dans un environnement le moins pollué en air possible, et à l'inverse, faites du sport sans polluer l'environnement. Donc, Pierre-Ambroise Boss, qui était champion du monde de 800 mètres, faisait des stages au Kenya, et il nous disait, nous on voyait des amateurs qui allaient faire 4-5 stages au Kenya, 4-5 voyages en avion au Kenya, alors que jamais ils iraient aux Jeux Olympiques. Et il disait, c'est un peu ridicule, en plus des stages très courts, alors que lui restait 1 mois. Mmh. Et donc, il disait, voilà. C'est le principe peut-être de se réveiller à un moment donné, de dire, tiens, il faut que je fasse une activité physique, et tout de suite, on part sur une activité extrêmement intense, alors qu'en fait, il vaudrait mieux en avoir une régulière et moins soutenue, mais au moins régulière. Les recommandations, c'est activité légère à modérée, 30 minutes à 1 heure par jour pendant 5 jours. 30 minutes par jour, en plus, votre taux de cortisol baisse de plus de 20% en une demi-heure. Donc, même une demi-heure de marche, c'est déjà très bien. On va continuer à marcher, alors. On va continuer à marcher, c'est très important. On va continuer à marcher pour regarder un petit peu ce qui se passe et suivre la marche de ce qu'on est en train de parler. On arrive doucement au bout de l'émission, mon cher Pierre. Dans les petits guides, donc on parle ici, notamment, il y a le petit guide de santé de l'air intérieur et le guide de l'activité physique et environnement. J'avais reçu sur l'émission le professeur Carré, qui disait il faut absolument qu'on sorte et qu'on n'hésite pas, il faut que l'on bouge. On vient de parler de l'activité physique, on le voit, le fait d'en faire, c'est augmentation de la force musculaire, augmentation de l'endurance, de la fonction cardiaque et respiratoire, qui se porte beaucoup mieux, souplesse, coordination, l'équilibre, diminution du risque de chute, ça aussi c'est important, et surtout pour nos anciens, de toujours continuer à avoir cette activité. Et notamment, si on a aussi une bonne qualité de l'air à l'intérieur dans nos logements, pour les personnes qui restent longtemps dans leur logement et qui ont des capacités physiques réduites, si en plus on leur met une mauvaise qualité de l'air, on leur donne double peine. Puisque ça va jouer sur leur respiration, ça va jouer sur leur fonctionnement des organes, des muscles et autres. Absolument. On parle de 20 000 décès liés à la pollution de l'air intérieur. C'est pas négligeable. J'avais vu une étude même un peu plus élevé. Où sur donc je vous rappelle qu'Harvard dit 97 000 décès en France, plus que le tabac. Sur le fait d'aller faire des ordonnances nature, d'aller sortir, même pas longtemps. Et donc, ils avaient regardé la différence entre sortir, aller se promener avec un médecin, comme aux États-Unis, il y a Walk with a Doc, et puis avec un acteur social de la collectivité. Et bien, le résultat était le même avec l'acteur social qu'avec le professionnel de santé. Donc, c'est ça, il faut créer ces fameuses alliances parce que le médecin est débordé, pour qu'il ait ces relais d'acteurs de santé dont on parlait tout à l'heure. Donc on va avoir des relais de plus en plus. Et donc je suppose que la CEF se fait le porte-parole et l'aide aussi par rapport à tous ces relais et à créer les synergies les uns avec les autres. Mais c'est ce qu'elle essaie de faire. On est allié, par exemple, puisque là aussi l'OMS dit le changement climatique, la biodiversité, ce qu'on appelle One Health, une seule santé, c'est-à-dire l'interdépendance de toutes les pollutions, des santé animales, végétales et humaines, de la biodiversité et du climat. Tout est lié. On ne peut plus raisonner santé humaine d'un côté, santé animale de l'autre, oublier le climat, oublier la biodiversité. Non, tout est lié. Et l'OMS le dit, c'est une urgence. Le changement climatique et ce dont on parle est une urgence mondiale de santé publique. On vient de passer les 1,5 degrés. Si on suit 1,5 degré, il faudrait avoir réduit les gaz à effet de serre de 50% en 2030. Donc c'est impossible. Et donc on part sur l'usual as business qui serait de 2,5. Mais 2,5, c'est pas la moyenne. Il y a des endroits, ce sera 7, 8, avec des sécheresses, des inondations, etc. Avec tous les événements, l'augmentation des événements extrêmes qu'on a vus. Il n'y a pas besoin d'aller très loin en arrière. Si on prend l'actualité des 2 mois passés. Et avec le climat, avec les vagues de chaleur, on meurt du cœur en premier. Ah oui. On meurt du cœur. Si on a du climat, de la chaleur et que en plus on va retrouver un taux d'humidité assez important, notre corps il supporte pas. C'est une fatigue intense et le cœur va lâche en premier. En ce qui concerne un petit livre qu'on pourrait conseiller à regarder, qui est de toi, Pierre, les 200 alertes santé-environnement. Oui, c'était... donc après j'ai participé à d'autres livres dont les substances toxiques à la loupe que tu as géré, qui était la qualité de l'air intérieur pour les nuls. Il y en a d'autres, mais ça donne un peu une sensibilisation. Le tout, c'est de pas se stresser, de se dire je vais me faire du bien, je vais commencer petit. On va pas changer le monde tout seul, c'est pas possible. Il faudra des décisions politiques. On le voit là, par exemple, avec le traité international sur les plastiques, qu'on respire aussi à l'intérieur de la maison, les sols en PVC, qu'on respire en montagne, en haute altitude, on les retrouve partout. Et qui sont tous agressifs pour l'organisme. Et donc, il faut des décisions internationales. Mais on peut faire sa part.
ça valorise. Moi, je suis fier des petites actions. Toi, tu es fier des actions que tu fais. Ça renforce l'estime de soi. Bah, disons qu'on sait pourquoi on les fait, parce que... Voilà. Et on est vulnérable. Pour ceux autour de nous, un peu d'altruisme ne fait pas de mal. Qu'on les fasse ou pas, on est vulnérable. Oui, c'est sûr. Dire je vais pas mourir, moi je suis le plus fort, non, c'est pas vrai. Mais même, voilà. Et d'agir, c'est un remède contre cette anxiété générale, cette éco-anxiété, évidemment, qui nous oppresse tous les jours. On pourrait en parler encore des heures. Pierre, tu sais que tu seras le bienvenu à nouveau sur le plateau de l'émission. Comment on découvre l'ACEF ? Peux-tu nous donner le site internet ? Oui, donc le site internet, c'est www.acef-asso.fr. C'est une association donc d'intérêt général. Vous pouvez faire des dons. C'est une association agréée pour le 1% pour la planète. Et donc il y a bien plein d'autres éléments dont vous pouvez bénéficier. On peut venir faire des conférences, on le fait pour les mairies. On est au plan national santé environnement. Enfin,